bonjour et merci d'être avec nous une nouvelle fois pour ce nouveau mag sur Onis TV. Comme vous le savez, chaque vendredi, nous accueillons un nouvel invité pour parler de l'actualité politique, sociale et économique de l'Onis et plus généralement de la Charente-Maritime. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Villain, maire de Châtelaillon-Plage, maire républicain de Châtelaillon-Plage et vice-président départemental de la Charente-Maritime. On rentrera un petit peu plus dans ses fonctions un peu plus tard. Et pour échanger avec notre invité, comme tous les vendredis, je suis accompagné de deux journalistes, Antoine Collin, bonjour, Bonjour. Et Yannick Picard. Bonjour. Bonjour Stéphane Villain. Bonjour. Alors, d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation parce que je sais que vous avez un emploi du temps ultra chargé. Comme je le disais, vous êtes le maire de Châtelaillon-Plage, mais aussi vice-président départemental en charge du tourisme, du sport, de la communication et de l'événementiel, mais aussi président de Charente Tourisme et aussi président du SDIS 17. Est-ce que ça fait pas beaucoup pour un seul homme et est-ce qu'on peut toujours être aussi efficace quand on a autant de fonctions? Ou alors est-ce qu'on délègue? Je pense que, en fait, heureusement qu'il y a toute une équipe autour de nous. C'est-à-dire que vraiment, les élus, aujourd'hui, ils sont là un peu comme des ambassadeurs. C'est eux, en fait, qui donnent la ligne directrice, qui doivent dire, en fait, voilà, où on doit aller. Mais on a quantité de gens qui travaillent autour de nous, c'est-à-dire des gens qui vraiment travaillent les dossiers, qui sont tous les techniciens, et les élus, d'ailleurs, parce que ça, c'est une belle famille qui travaille ensemble. Et donc, c'est vrai que ça me permet de faire beaucoup de choses parce que voilà, je suis bien entouré. Et je pense que le plus important pour un politique, c'est vraiment de faire du bon recrutement. D'aller chercher les meilleurs au meilleur endroit. Rassurez-nous, Stéphane Villain, vous n'êtes pas là que pour signer des parapheurs quand même. Ah non, non. Non, je crois qu'il est important de savoir que les élus aujourd'hui sont vraiment aux affaires. C'est-à-dire qu'ils donnent l'orientation, ils disent ce qu'il faut entrevoir, enfin, c'est-à-dire il y a une prospective. Non, non, c'est un gros travail qui se fait avec les élus. Et après, effectivement, les techniciens sont là. Et ça représente combien de personnes pour gérer autant de fonctions? Alors, écoutez, je crois qu'aujourd'hui, je sais pas, je dois avoir à peu près... Alors si on compte rien que le SDIS, c'est 3500 personnes. Après, j'ai aussi une charge, vous savez, au niveau national, avec ADN aussi, le tourisme. Je sais pas, ça doit faire à peu près 5000 personnes à peu près. Oui, ça fait... Ça fait du monde. Ça fait du monde. Et je vous dis, en fait, franchement, il y a des gens assez remarquables. C'est-à-dire que c'est des professionnels qui gèrent avec nous, des techniciens, qui font un énorme boulot. De toute façon, un élu sans technicien, ça ne fonctionne pas. Un technicien sans élu, ça ne fonctionne pas non plus. Alors, on l'a dit, vous êtes en charge du tourisme, alors non seulement au département, mais aussi avec Charente Tourisme. Donc, on a une première question. Yannick? Oui, donc on vous le disait, vous êtes président de Charente Tourisme, avec comme président délégué Jean-Hubert Lelièvre de Charente. Plus maintenant. Pardon? Plus maintenant, parce qu'en fait, c'était dans l'ancienne mandature. Dans l'ancienne mandature. Maintenant, c'est Patrick Mardiquian qui l'a remplacé depuis, en fait, la nouvelle mandature. D'accord. Que représente la part du tourisme dans l'économie de la Charente-Maritime? C'est la première économie du département. C'est 1,8 milliard de rentrées économiques par an. C'est 20 000 emplois. C'est 33 millions de nuitées, tout hébergement confondu. C'est-à-dire que vraiment, on est un des départements les plus, en fait, massifs, si je puis dire, en termes de chiffres. Avec nos amis du Var et de l'Hérault, on est toujours sur le podium des destinations françaises. C'est-à-dire que ça fait de nous vraiment une des locomotives de l'Hexagone. Et puis, vraiment, aujourd'hui, on s'aperçoit que si jamais là, le tourisme va mal en Charente-Maritime, c'est la Charente-Maritime qui va mal, puisque c'est la première économie. Donc oui, vraiment, c'est important. Est-ce que vous pouvez nous faire une comparaison avec l'économie nautique, par exemple? 1,4 milliard pour l'industrie nautique, 1,8 milliard pour le tourisme. Ça fait vivre beaucoup de monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit bien, dans cette période Covid qui est un peu compliquée, malgré tout, le tourisme s'en est sorti. 85% de notre clientèle est française. C'est-à-dire que les gens qui viennent chez nous, ce sont des gens qui aiment notre territoire. C'est vrai qu'avec ces 470 km de côte, avec ces campagne qui est assez remarquable. On a un patrimoine culturel, architectural, historique, préhistorique, gastronomique, viticole, balade équestre, pédestre. Enfin, quand on regarde les atouts de ce département, c'est considérable. Et on est bien placé dans l'Hexagone. Quand, en fait, on vient chez nous, on y vient assez facilement parce que c'est souvent Paris, Orléans, Tours, Poitiers, Niort, la 10 qui descend chez nous. Et 85% de cette clientèle, je l'ai dit, est française. Et il y a un taux de reviens-y, si je puis dire, qui est de l'ordre de 78%. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est venu dans le département, on a envie d'y revenir. Donc oui, c'est vraiment
un département qui plaît en fait aux Français. Et puis on a aussi des clientèles étrangères. Et on le voit bien aujourd'hui avec d'autres atouts, mais j'en parlerai peut-être un peu plus tard, sur le vélo. Oui, et on a notamment beaucoup d'amis espagnols. Vous savez, là, on a la Vélodyssée qui va de Roscoff à Hendaye, qui passe chez nous. Et avant, le tropisme fait qu'on a plutôt tendance à descendre vers le sud. Eh bien, là, ce sont des Espagnols qui remontent vers, en fait, le nord et qui viennent découvrir notre territoire, enfin, les territoires de la Vélodyssée, puisqu'elle fait 1480 km sur l'ensemble de son itinéraire. Donc, si je comprends bien, ces flux de touristes, c'est plutôt en hausse. Oui, c'est aujourd'hui, on le voit bien, ce département plaît, on a de plus en plus effectivement de parts de marché, parce qu'on a beaucoup travaillé sur la partie bleue de ce département, et puis on a aussi la partie verte que l'on développe. Alors, vous le disiez Yannick tout à l'heure, c'est vrai qu'avec nos amis de la Charente, c'est ce qui nous a animés au départ. On a voulu vraiment se retourner vers le tourisme vert, parce que moi je suis élu du tourisme bleu, mais souvent on me disait, mais oui, mais forcément, vous êtes des nantis, vous, du côté en fait de l'océan Atlantique. C'est ça, mais tout à fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, enfin, on a entendu aussi ce discours-là, c'est-à-dire que tout était sur la côte et rien dans les terres. Alors, c'est ce que vous avez essayé de changer, en fait, ou Bien sûr, ma première réunion que j'ai eue en fait avec les professionnels du tourisme en face de moi, c'était la première réflexion qu'on m'a amenée. Mais je dis, je pense qu'ils ont raison. Donc, il faut qu'on fasse différemment, il faut qu'on change nos logiciels. Il ne faut pas pour autant qu'on oublie le tourisme bleu, mais qu'on se retourne vers le tourisme vert. Vous avez rééquilibré la balance. Voilà, c'était de dire aujourd'hui, avec nos amis de la Charente, eh bien, on a des atouts incroyables. Quand vous parlez du mot cognac, on l'a vu dernièrement avec les étoiles Michelin, mais ça a été un moment extraordinaire. L'ensemble de l'Hexagone, et même bien au-delà de l'Europe, s'est tourné vers, en fait, Cognac. Cognac est déjà un nom, en fait, voilà, tout le monde connaît Cognac. Que ce soit en Chine, aux États-Unis, enfin, partout. On connaît, en fait, le produit Cognac. On connaissait peut-être un petit peu moins, en fait, la ville, enfin, le terroir. Eh bien, c'est à nous, maintenant, de communiquer là-dessus. Et c'est vrai que quand on va à l'étranger, on parle du Fort Boyard, on parle des tours de La Rochelle. On en parlera tout à l'heure. Mais on parle aussi, bien sûr, du cognac. Pour en revenir aux chiffres, combien de touristes ça représente chaque année? Est-ce qu'on est capable de calculer le nombre de touristes qui se déplacent? Parce que vous parlez souvent en nuitée, etc. Mais une nuitée, ça peut être aussi 2 personnes, 3 personnes Sur un département comme le nôtre, où on est 650 000 habitants, on considère qu'on multiplie par 3 durant les périodes importantes. Donc, voilà ce que ça donne en fait au quotidien, multiplié par 60 si vous faites les mois de juillet-août, peut-être un petit peu moins, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il nous apporte effectivement de travailler ces 2 mois importants de l'année, que sont juillet et août, mais aussi toutes les ailes de saison. Et on a beaucoup travaillé notamment sur la silver economy, c'est-à-dire que comment faire pour que les personnes âgées... Eh bien, avec leurs petits-enfants, et encore capacité à avoir des animations, des choses qui se passent dans le département, bien au-delà, en fait, des mois importants que sont les mois de juillet-août. Donc, on travaille beaucoup les mois avant et après saison. Il y a une grosse concurrence entre les départements. On le voit souvent, là, ça va commencer, les spots publicitaires, venez plutôt en Deux-Sèvres, ou allez plutôt dans la Creuse, enfin, etc., ou en Auvergne. Quel est le budget global que vous consacrez à justement cette communication vers l'extérieur pour faire venir un peu plus de monde? J'imagine que ça doit être conséquent pour garder ce niveau de... Alors, si je réponds à votre question en plusieurs temps, la première, c'est de dire qu'il y a beaucoup de porosité entre les départements. Aujourd'hui, on le voit bien, un département comme la Charente-Maritime a tout intérêt à être connecté avec la Charente, a tout intérêt à être connecté avec la Gironde, a tout intérêt à être connecté avec la Vendée, avec les Deux-Sèvres. C'est-à-dire qu'en vraiment, quand on fait venir des gens en Charente-Maritime, on les incite à aller dans le parc naturel du Marais-Poitevin, parce que c'est un lieu magnifique. Enfin, c'est la faune, la flore, le bien-être de ce lieu est magnifique. Donc, venez à La Rochelle, oui, mais allez faire un tour dans ce Marais-Poitevin, je pense que c'est important. Après, le département de la Charente-Maritime, Sylvie Marcilly, comme Dominique Bussereau, donne les moyens en fait à une équipe qui s'occupe de tout ce qui est la promotion, la communication, l'animation de ce territoire, aux alentours à peu près de 5 à 6 millions d'euros par an. Donc c'est vrai qu'il y a des moyens qui sont mis, mais en face de ça, il y a de l'économie qui rentre. Donc c'est un retour gagnant-gagnant. Vous parliez de ce qui attire en Charente-Maritime. Qu'est-ce qui attire le plus? Une question un peu taquine.
les deux tours de La Rochelle, Fort Boyard ou pas seulement? On a beaucoup de spots. C'est les 470 km de côte, Oui. c'est les îles, c'est ce patrimoine dont je parlais tout à l'heure. C'est vrai que ce patrimoine remarquable qui aujourd'hui donne envie en fait d'être visité. C'est cette campagne aussi avec ses chemins pédestres, je le disais aussi, équestres, tout ce que l'on peut voir, les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ça peut être aussi même un lavoir, un rétable, une église. Mais avant 2020, lors d'une conférence de presse avec la vice-présidente de la région qui était chargée du tourisme, vous expliquiez qu'à l'étranger, Fort Boyard était plus connu que les deux tours de La Rochelle. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, Fort Boyard est hyper connu du fait que cette émission passe dans de nombreux pays autres que celui de la France. Mais c'est vrai que le Fort Boyard est devenu notre tour Eiffel en Charente-Maritime. Pour autant, les tours de La Rochelle sont tout aussi intéressantes à les visiter, ainsi que des spots. Je pense aux eaux de la Palmyre, je pense à l'aquarium de La Rochelle, je pense aux croisières interîles qui vont se promener ici et là à travers les îles. Il y a tellement en fait d'atouts. Si j'en faisais la liste, je pense qu'on y passerait plus d'une heure. Est-ce que vous n'avez pas peur que trop de touristes tuent le tourisme à un moment donné? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a un tourisme raisonné. Et d'ailleurs, on tend vers ça. C'est-à-dire que les gens qui viennent chez nous, ce sont souvent des familles avec les enfants et qui sont d'ailleurs de plus en plus attirés sur des territoires comme les nôtres parce qu'on a besoin de respirer avec tout ce qu'on a vécu, la Covid. Et nous, on offre ces espaces, on offre cette possibilité justement de venir sans que ça soit surchargé. On n'a pas les problèmes, par exemple, du Var, où pour circuler en voiture, c'est très compliqué. Même si nous, effectivement, à certaines périodes de l'année, il y a beaucoup de monde sur notre territoire. Il n'empêche qu'on peut se déplacer sans aucun problème, il n'y a pas de souci. On a vu quand même que, par exemple, avec La Rochelle, le tourisme a quand même apporté beaucoup de Parisiens qui sont venus s'installer sur La Rochelle. Donc, et surtout sur l'île de Ré, ça s'étend et ça peut s'étendre sur Châtelaillon. Tant mieux. Vous savez, en fait, aujourd'hui, ces gens qui viennent chez nous, viennent s'installer, vont créer des familles, vont faire en sorte qu'on soit... Moi, je vois à Châtelaillon, par exemple, comme dans d'autres communes, on a des gens qui arrivent de l'extérieur. Ça nous oblige à remettre en fait à niveau nos équipements. On le voit aussi, Châtelaillon a créé beaucoup de logements sociaux, on a plus de 300 sur les 5 dernières années. On a en fait cette volonté aussi de mixité, parce que ça fait de la famille, des jeunes, c'est-à-dire que des jeunes s'installent aujourd'hui à Châtelaillon, c'est plutôt une bonne chose. Et donc ça veut dire que les écoles sont remplies. Moi, je suis effectivement aujourd'hui très attentif à ce que, bien sûr, notre population vive bien, celle qui est résidente depuis très longtemps, mais que les nouveaux soient bien accueillis et qu'ils puissent vivre dans notre commune, comme dans d'autres communes de la Charente-Maritime, dans les meilleures conditions. Alors, on a l'impression, effectivement, quand on vous écoute, que, effectivement, au niveau du tourisme en Charente-Maritime, que tout est fait, mais il faut toujours se réinventer. Il y a des projets qui vont venir, qui vont faire qu'on va attirer encore plus de monde, ou pour l'instant, vous restez sur des acquis, et puis vous essayez de faire fructifier ces acquis, ou vraiment vous avez là en tête pour les années à venir, parce que la mandature a recommencé, des choses qui pourraient attirer encore plus de monde. Vous savez, en fait, je crois qu'il y a une intelligence collective sur ce territoire de la Charente-Maritime qui est remarquable. Ici, par exemple, avec l'équipe de Jean-Pierre Servant, que ce soit avec Dominique Bussereau ou Vincent Barrault ou Bruno Draperon, je ne vais pas nommer tous les présidents d'agglo, mais c'est une énergie considérable. Moi qui suis, en fait, vous l'avez dit tout à l'heure, avec mes casquettes de sport, de culture, de tourisme, etc., le nombre de demandes qui émanent de ces territoires est considérable. Donc oui, il y a une belle énergie, en fait, quelle que soit d'ailleurs la couleur politique de tel ou tel, il y a surtout une envie de faire en sorte que la Charente-Maritime avance. Et d'ailleurs, au département, on a 54 conseillers départementaux, il y a cette volonté derrière Sylvie Marcilly de faire le parti de la Charente-Maritime. Et vous savez, quand vous venez, les uns les autres, je vous vois de temps en temps dans l'hémicycle, mais vous voyez bien que les débats sont courtois et qu'on n'a qu'une envie, c'est de dire, allez, comment on y va? Donc oui, il y a plein de projets. Il y a, pourquoi pas, à un moment donné, un zénith qui pourrait être en périphérie de La Rochelle. Il y a, pourquoi pas... En périphérie proche de Châtelaillon, par exemple. On verra, je dirais, l'avenir. Pour le moment, ce n'est que des réflexions. Vous savez, de réflexions, après, émanent des lumières. Donc on regardera ça à ce moment-là. Mais... vous parliez des gens qui arrivent. Alors justement, une certaine partie arrive par l'aéroport de La Rochelle. L'aéroport de La Rochelle, qui est déficitaire. Thomas Juin dit par contre que ça rapporte entre 30 et 35 millions d'euros pour le tourisme, d'économie, sur la Charente-Maritime. Qu'est-ce que l'on peut faire pour cet aéroport de La Rochelle ?
Mais qu'est-ce que l'on peut faire ? Vous savez, en fait, comme tous les équipements... Il n'apporte que du tourisme pratiquement. Oui, en fait, il y a aussi la ligne qui va vers Lyon, qui fait aussi du business. Oui, mais la ligne qui va vers Lyon est complètement déficitaire. Mais Thomas Juin la maintient en disant... Il y a une demande des entreprises rochelaises ou de la Charente-Maritime pour aller vers Lyon. Et si on n'ouvre pas cette ligne, ils nous ont dit qu'ils allaient aller ailleurs. Donc voilà. Oui, je pense que si vous voulez fermer l'aéroport, c'est impensable. Par ailleurs, c'est un équipement... Est-ce que les collectivités vont pouvoir continuer à financer cet aéroport ? Vous savez, c'est un équipement structurant. C'est comme une salle de spectacle dans une commune. C'est comme un stade dans une commune. Fatalement, ça coûte. C'est-à-dire que c'est du service que l'on rend à la population. C'est-à-dire que quand le département, la région, l'agglo met un peu d'argent dans l'aéroport, ils savent bien que ça va servir à monsieur et madame Dupont qui demain vont prendre l'avion pour pouvoir aller à tel ou tel endroit. Que ce soit pour le business, que ce soit pour le loisir, que ce soit pour le je ne sais quoi, médical ou je ne sais quoi. Pour autant, votre ancien collègue Lionel Quillet grince un peu de la dent quand il faut mettre de l'argent dans le syndicat de l'aéroport. Je peux le comprendre, parce que Lionel a été appelé au dernier moment. Vous savez, en fait, on l'a appelé la Rochellerie. Donc peut-être qu'il a été pris un peu dans les taux. Mais par 5%, je crois, et département, vous êtes à 32%. Oui, c'est ça. Ouais. Mais je pense qu'aujourd'hui, les deux, aujourd'hui, aussi bien Ray que le département, plus la région, parce que, et tous se donnent la main pour faire en sorte de maintenir cet aéroport à un bon niveau. La gare a été refaite, donc oui, il y a une volonté quand même de faire en sorte que l'aéroport continue à amener du tourisme. À amener du tourisme, pas que. On va passer à la deuxième partie de cette émission. On va parler bien évidemment de Châtelaillon-Plage, votre ville. Je vous propose d'abord, avant d'en parler, d'écouter le billet d'humour d'Antoine Colin. Voilà un petit peu l'état d'esprit à Châtelaillon, la plage, le soleil, les belles femmes, matures, qui défilent en bikini au bord de la plage, ça fait rêver. En tout cas, à défaut de faire rêver les jeunes, les anciens semblent se sentir chez eux à Châtel. La tranche d'âge la plus importante de Châtelaillon-Plage va de 65 ans à 69 ans. La seconde tranche d'âge de la population la plus importante de Châtelaillon est celle des 60-64 ans. Et je dirais même plus que la troisième est celle des 70 à 74 ans. On est un peu quand même dans un grand EHPAD à ciel ouvert, monsieur Villain. Est-ce que vous ne trouvez pas que j'ai un peu raison ? Bon, vous proposez quand même des meilleures conditions de vie que chez certains de vos concurrents, comme Orpea par exemple. Vous avez quand même la plage, des pistes cyclables, un beau casino et des bons restaurants. Quoi de mieux pour nos petits vieux ? J'avais quand même une question. Vous les trouvez où, tous ces seniors ? Certes, la population française est vieillissante, mais quand même, quoi. En tout cas, vous avez eu le nez creux, monsieur Villain. Vous avez un gros business à vous faire, là. Écoutez un peu ça. Entre 2021 et 2070, la population n'augmente qu'après 75 ans, selon l'INSEE. Alors, avouez-le, vous le saviez déjà, ça. Franchement, c'est un peu du pain béni pour vous d'entendre ce genre de nouvelles. En plus, j'ai appris, il n'y a pas longtemps, que Châtelaillon-Plage était la 4e ville la plus romantique de France, selon le site Enjoy Travel. Encore une fois, vous avez visé juste, monsieur Villain. Aujourd'hui, il n'y a que nos anciens qui restent en couple jusqu'à la fin de leur vie. Aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup plus volages. Alors, j'ai une chose à vous dire. Bravo. À défaut de devenir la ville des jeunes et du futur, vous serez la ville des retraités. Et Dieu sait que les seniors ont besoin d'un peu de repos en ce moment, quand ils voient l'état de leur retraite et tout ce qui se passe chez nous et à l'étranger. Par contre, le conseil municipal des jeunes, que vous avez mis en place cette année, vous n'y étiez pas obligé. Franchement, l'idée est bonne. Je ne juge pas, mais vous pensez réellement que ces petits bambins vont être sur la même longueur d'onde que vous ? Franchement, je pense pas. Vous me direz, ça va peut-être apporter un peu de nouveauté dans votre commune. J'ai vu qu'un projet de skatepark pourrait être mis en place, par exemple. Mais bon, sera-t-il adapté aux déambulateurs ? Alors, soyons cash, Stéphane Villain. Est-ce que Châtelaillon-Plage n'est pas une ville pour les vieux ? Écoutez, je crois que non. D'abord, il y a des vieux, en fait, comme vous dites, qui sont jeunes, et il y a des jeunes qui sont vieux. Donc il y a une énergie incroyable, en fait, quel que soit l'âge, finalement. Il y a des gens à 70 ans qui ont en fait un peps, une énergie, même à plus, qui ont un peps, une énergie redoutable. Et c'est vrai que nous, avec les quartiers de Châtelaillon, vous savez, on est organisé par quartier, on a des grands moments de rendez-vous, de fêtes, et ceux qui font le plus, qui dynamisent la ville, vraiment, c'est ces personnes âgés, enfin je dirais du 3e âge, mais ce sont des gens remarquables et d'une énergie folle. Par ailleurs, non,
on le voit bien d'ailleurs dans cette fête de quartier, de plus en plus de jeunes s'inscrivent. Et il faut savoir que notamment, quand il y a... Vous savez, on a 60 associations sportives à Châtelaillon, et culturelles et patriotiques, l'ensemble des assos. Ça veut dire que c'est quand même... Quand on regarde, il y a tous les sports et il y a beaucoup de jeunes. On a aujourd'hui dans les écoles à peu près 410 jeunes dans les différentes écoles et primaires et maternelles. Donc, quand on regarde comme ça de loin, on pourrait se dire, mais c'est une ville, en fait, assez ancienne, et de moins en moins. Et on s'aperçoit qu'il y a, effectivement, je le disais tout à l'heure, avec peut-être les logements dits sociaux, parce que 70% des gens ont accès aux logements sociaux en France. Il faut le savoir. Donc, ces jeunes viennent s'installer. Il y a eu beaucoup de constructions là, pour que, justement, ils puissent venir. Et puis... Ça représente quelle part de logements à Châtelaillon, les logements sociaux ? Aujourd'hui, en fait, on est à peu près aux alentours des 30%. Et bon, vous savez, il y a la loi SRU qui fait qu'on devrait être à beaucoup plus, mais aujourd'hui, on rattrape le temps, c'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte de faire du logement social. C'est compliqué, ça, pour un maire d'une ville comme Châtelaillon-Plage, qui est une cité balnéaire, de faire du logement social, alors qu'on sait que il y a le casino, il y a la Thalasso, enfin, c'est quelque chose d'assez... où il faut quand même avoir un certain pouvoir d'achat. Est-ce que c'est pas compliqué pour vous ? Au contraire, on le voit d'ailleurs, les jeunes qui arrivent chez nous, puisqu'on fait des rencontres avec les nouveaux habitants, sont très contents de tous les services que l'on offre, et puis en fait de cette fameuse plage qui, elle, est gratuite. C'est-à-dire que 3 km de cordon dunaire qui permettent solarium incroyable de passer du bon temps, ça coûte rien. Donc, ils profitent vraiment et finalement, ils s'inscrivent très rapidement dans la commune. Et on le voit bien, dans les assos, on a de plus en plus de jeunes. Donc, non, ça bouge. Et j'espère que demain, nos anciens vont faire du skatepark avec des déambulateurs. Malgré tout, ces anciens ont un certain pouvoir d'achat, il ne faut pas se le cacher. Si on prend le prix de votre marché central, notamment, sous les Halles, je me suis amusé à faire la comparaison avec le marché central de La Rochelle, qui est déjà relativement cher, mais vous êtes plus cher. Oui, alors c'est vrai qu'après, c'est les commerçants qui... malheureusement, ça, je ne peux pas faire les prix. Les prix sont libres. Les prix sont libres. Mais malgré tout, ce marché fonctionne bien. Ah oui, il y a du monde. Les gens adorent ce petit marché. Et d'ailleurs, ils sont en train d'un peu changer la donne. Là, il va y avoir des lieux un peu de conviviaux où on va pouvoir se retrouver autour d'une bourriche d'huîtres avec un petit coup de vin blanc le matin. Enfin, on essaie de faire en sorte de changer un peu la façon de vivre le marché au quotidien. Mais oui, après... Bon, je pense que ça doit être des prix fluctuants. Une fois, c'est moins cher, une fois, c'est plus cher. Le jour, Yannick, vous êtes venu, peut-être que c'était cher, parce qu'on savait que vous allez être... ça doit être pour ça. Ça doit être ça. Et j'étais pas venu en voiture ancienne, pourtant. Vous parliez des équipements structurants tout à l'heure, hôtel de luxe, avec Monsieur Gagnère derrière, la Thalasso, le casino, un hippodrome. Ça représente un certain budget. Ça, il est de combien ? Est-ce que c'est en hausse ? Est-ce que c'est en baisse ? Le budget de la commune ? Oui, fonctionnement. Le budget de fonctionnement. En fait, écoutez, on est sur un budget de 10 millions d'investissement et 10 millions de fonctionnement. On a en fait une capacité courante de financement qui est de l'ordre de 3,5 millions. On sait que pendant le mandat, on va investir à peu près 42 millions d'euros. Oui, on a une commune qui a les moyens de faire les choses. Mais vous savez... Vous avez hérité d'une bonne gestion ? Ah, mais c'est clair. C'est-à-dire que Jean-Louis Léonard a fait un travail considérable depuis les années 88-89, là, quand il a eu la bonne idée de réensabler la plage. Il faut savoir que la ville de Châtelaillon était une ville qui était en train de se mourir. Et elle était morne, elle n'avait plus aucune énergie, plus de dynamisme, plus de couleur. Et quand il a repris en fait la commune, elle était même surendettée. Et il s'est battu comme un beau diable pour faire en sorte de réensabler cette plage. Quand la mer était haute, il n'y avait plus qu'1 mètre carré de plage. Il l'a réensablé, il lui a redonné du dynamisme. Grâce à l'Europe, il en a fait donc ce solarium dont je parlais tout à l'heure, mais qui était d'abord une défense de côte, parce que quand il y a des grosses tempêtes comme Cynthia, la mer s'affale dessus, et donc sur les milliards de grains de sable, donc ça l'amortit. Et puis après, ça a fait donc effectivement une plage considérable. Puis après, il a créé une charte architecturale avec des couleurs, avec des frises. Il a protégé en fait des villas. Il a recréé en fait ce dynamisme que l'on connaît à Châtelaillon. J'ai eu la chance, je dis bien la chance, de le rejoindre en 2001. Et depuis, je suis devenu son adjoint, j'ai été formé à la façon Léonard, et je peux vous dire que c'est en fait une bonne façon d'appréhender les choses, d'être toujours dans la prospective. C'est-à-dire que c'est comme une entreprise. On sait aujourd'hui combien on va dépenser dans 5 ans.
Et ça veut dire qu'il faut toujours avoir un coup d'avance. On est toujours dans cette volonté de regarder plus loin que le mandat qui nous anime. Donc il faut vraiment être toujours dans les perspectives. Je rebondis sur le budget d'investissement, plan pluriannuel d'investissement, 42 millions d'euros. Combien pour le Zénith alors ? Alors je pense que on regardera ça quand le soleil sera au zénith. Il ne l'est pas encore. Pour le moment, on est simplement à l'horizon. Mais il y a une idée quand même derrière tout ça. Il y a quand même une idée. Écoutez, je pense qu'il y a une envie. Non, mais je pense que ça peut être. Vous auriez le foncier pour ça ? Non, je pense que ce sera plutôt dans l'agglo. Ça ne sera pas forcément à Châtel. D'accord. Voilà, pour tout vous dire. Alors, on a vu que vous avez récupéré le rallye d'automne qui était de La Rochelle et qui est descendu à Châtellerault. On a vu aussi le Tour de France, poser ses bagages et repartir de Châtellerault-Plage. Ça aurait pu être aussi La Rochelle. On ne se demande pas si, en arrière-plan, vous n'auriez pas l'idée de grignoter progressivement tout ce qui se passe à La Rochelle. On pense aussi peut-être le Zénith, Francophonie, voilà, ou les événements comme le Festival du cinéma ou le Festival de la fiction. Est-ce que vous n'avez pas envie de Non, en fait, non. En fait, franchement, je travaille dans cette volonté d'abord, la communauté d'agglomération de La Rochelle, c'est 28 communes. 28 communes, et ce qui m'a animé, vous savez que je m'occupe maintenant aussi du tourisme de l'agglo, je me suis dit, mais il faut arrêter de parler de Châtel et de La Rochelle. Il y a 28 communes, chaque commune a quelque chose à vendre, chaque commune a quelque chose à dire. Et donc, je me suis retourné, j'ai été voir tous les maires de l'agglo, et je vais faire un rendu très bientôt, pour dire, voilà tout ce que l'on peut proposer sur, en fait, l'agglomération de La Rochelle. Je vous arrête tout de suite, pourtant, vous êtes battu pour avoir votre propre office de tourisme. Oui, c'était aussi une volonté de la part de Jean-Louis, il avait raison. C'est-à-dire que tant qu'on n'avait pas, je dirais, toutes les cartes en main pour pouvoir travailler intelligemment avec l'agglo, il fallait qu'on garde nos offices. Aujourd'hui, les choses s'arrangent. On voit bien qu'on travaille de mieux en mieux ensemble. Donc, les deux offices se justifient encore. Peut-être que demain, il n'y en aura plus qu'un. Mais aujourd'hui, on est encore dans cette logique de dire... D'ailleurs, ils travaillent très très bien, que ce soit Jean-Christophe Mercorelli ou Nicolas Martin, les deux directeurs, c'est devenu maintenant des complices. Donc, 28 communes, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Donc, cette volonté de travailler ensemble. Et Châtellerault, station balnéaire de La Rochelle. D'autres communes ont d'autres atouts que nous, on est vraiment la plage de La Rochelle. Enfin, bon, et donc, oui, c'est vrai que si le rallye d'automne vient chez nous parce que ça gêne en fait La Rochelle, oui, on le récupérera. C'est fait. C'est fait. 2023, il est chez vous. Il y a une première. Mais c'est pas pour autant, il y aura toujours le mot La Rochelle dedans. Donc, non, c'est vraiment envie de faire les choses intelligemment avec les autres communes alentours, voilà, sans vouloir tout récupérer, tout vampiriser. Simplement, le Tour de France... Oui, soyez franc là-dessus, vous avez fait un joli coup quand même. Là. C'est un beau... Oui, allez. Oui, c'est un beau coup. Je vous avoue que si on parle du Tour de France, c'est 190 pays, c'est des milliards de téléspectateurs. On va surfer sur le Tour de France pendant longtemps. Le fait qu'il soit venu à Châtellerault... Deux fois. C'est vrai que j'ai... Alors qu'il n'est passé que sur le vieux port de La Rochelle. Mais c'est vrai que le fait qu'à ce moment-là, j'ai pu être en direct avec Christian Prudhomme nous a permis certaines choses. Et là, d'ailleurs, très franchement, je l'ai eu encore hier au téléphone, parce que je suis très content que le Tour de France accepte l'équipe Charente-Maritime Stade Rochelet. Et donc, une question justement là-dessus. Une étape à Châtellerault ? Alors, écoutez, je mange avec lui, pour tout vous dire, le 6 avril. Tout est possible. Tout est possible. Il y en a des choses au Zénith, vous avez vu ? Oui, j'ai vu. Est-ce qu'on peut vous caractériser comme un lobbyiste de l'événementiel en Charente-Maritime ? En essayant Si demain on parle de la Charente-Maritime, en fait, que ce soit en termes de sport, d'ailleurs le sport est aussi du tourisme, parce qu'il faut savoir le nombre de personnes qui viennent au Stade Rochelet, par exemple, c'est des touristes qui viennent de partout. Quand vous regardez les plaques numérologiques, c'est considérable. Donc, si jamais on parle de la Charente-Maritime, si on parle de nos agglos, en fait, voilà, plutôt d'une façon dynamique, je serai un lobbyiste pour l'ensemble de ce territoire. Je suis en responsabilité au département de, vous l'avez dit, sport, culture, tourisme. Donc je parle vraiment territoire. Après, si je peux de temps en temps récupérer des choses pour Châtellerault, je ne vais pas... Vous n'allez pas vous en priver, on est d'accord. Voilà. On est bien d'accord. Je voudrais qu'on revienne quand même sur l'immobilier, parce que voilà, l'immobilier, on a fait un comparatif, on a regardé un petit peu le prix de l'immobilier au mètre carré à Châtellerault. Il est relativement élevé, voire très élevé. Autant que Bordeaux, centre. Un peu moins que Nantes. Moi, j'ai une petite fourchette. Vous me direz si vous êtes d'accord avec ça. Le prix moyen d'un appartement, c'est 4 411 € du mètre carré. D'une maison, 4 726 €. Ça va de 2007
à 6 600 pour un appartement, de 2009 à 7 097 euros. On peut encore se loger à Châtelaillon ? Oui, alors ça revient à ce que je disais tout à l'heure, parce que les élus ont décidé à un moment donné de changer un peu la donne et puis de faire du logement en fait adapté. Il y a des projets, des programmes de lotissement. Ah oui, donc je vous ai dit 300 logements sur les 5 dernières années, tout autant sur les années à venir. On est vraiment dans cette démarche. Mais après, bon, Châtelaillon, c'est 6 000 habitants, ça va être difficile de pousser les murs. C'est-à-dire qu'après, on a la chance d'être une île entourée de marais remarquables et d'une mer, voilà, et donc on ne peut pas faire plus que... Ça vous bloque en fait quelque part. Ça nous bloque. Mais non, je dirais que le travail qui a été fait par les équipes municipales sous l'autorité de Jean-Louis pendant un temps, et maintenant, en ce qui me concerne, donc avec mes équipes, moi, au niveau de Châtel, on fait toujours en sorte de sublimer cette ville. Quand on est élu, on essaye de faire en sorte qu'elle soit de plus en plus belle, qu'elle soit de plus en plus attractive. Donc, fatalement, le prix de l'immobilier augmente. Et votre population baisse ? Et notre population baisse alors légèrement. Je pense que c'est de quelques dizaines. Mais là, je serais intéressé de savoir justement à la prochaine. Qu'est-ce que vous allez faire pour essayer même si vous pouvez pas pousser les murs, on l'a bien compris, mais pour essayer d'attirer encore un petit peu plus, et notamment cette population des jeunes. Vous l'avez dit tout à l'heure, les Parisiens qui viennent s'installer, qui achètent en fait des biens. Vous avez dit en fait, on vient de parler bien sûr du logement social. Et puis il y a des familles qui viennent s'installer, qui avaient des résidences secondaires. Beaucoup de résidences secondaires sont en train de passer en résidence principale. Vous êtes pénalisé pour les logements sociaux ? Oui. De combien par an ? Alors, puisqu'on a fait œuvre de volonté, de volontarisme... Le préfet vous a... Voilà, vous savez, on est carencé et on a une amende. Donc, sur l'amende, on a été lavé. En fait, on n'a plus l'amende à payer. Qui était de 120 et quelques mille euros. Quand même. Ouais. Par an. Ouais, par an. Et après, on a la carence, donc qui est de l'ordre de 80 000 euros. Enfin, je crois que c'est des chiffres à peu près de cet ordre-là. Donc là, on paye parce que on n'est pas dans la loi SRU. Mais malgré tout, vous faites des efforts. On fait des efforts. Moi, je trouve que la loi SRU, elle était un peu injuste. Parce que quand, en fait, elle a été, je dirais, mise en place, il fallait déjà répondre aux critères a posteriori. C'est-à-dire, en fait, c'est dommage. Il aurait fallu dire, messieurs, dames, vous êtes élus, oui. À partir de maintenant, vous allez devoir faire, en face de logements neufs que vous allez faire, tant de logements, en fait, sociaux. Ça aurait été plus logique. Parce que c'était possible à ce moment-là. Tout ça est programmé par le PLUI. Vous ne pouvez pas aller au-delà de ce qui est prévu dans le PLUI. C'est clair. Bien sûr, on est encadré. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Donc le maximum, ce sera quoi ? Pour Châtelaillon ? En termes de quoi ? De logement. De nouveaux logements. On doit être aux alentours, je crois, de 400 à peu près encore à faire. Et vous disiez avec 30% de logement social. Ah oui, mais si on pourrait faire que du logement social, si on écoutait en fait la loi. Donc c'est pour ça que c'est pas possible. D'accord. Oui, ça va être compliqué, effectivement. C'est vrai. C'est clair. Est-ce que la demande est d'ailleurs de plus en plus forte ? On a vu que quand même avec la crise sanitaire, les gens ont revu un peu leur façon de vivre, que les gens plus citadins se déplacent vers les territoires plus ruraux. Châtelaillon, on peut dire quand même qu'on est sur un territoire assez rural. Est-ce que vous l'avez ressenti ça dans votre commune ? Est-ce qu'il y a une demande plus forte Oui, on voit bien qu'il y a une demande importante. D'ailleurs, si vous avez parlé tout à l'heure du prix de l'immobilier, et parce que simplement, c'est une ville qui attire. Quand on parle de Châtel, c'est un petit joyau sur cette côte atlantique. On a envie d'y venir. Il y a plein de... les équipements sont là, l'animation est là. C'est une ville, en fait, qui donne envie. Alors, bien sûr, quand on a un bien et qu'on le vend, on le vend relativement cher. Bon, ça, c'est bien normal. Donc le Châtelaillon, comme La Rochelle, d'ailleurs, a la chance aussi d'avoir un casino et a la chance d'avoir un hippodrome qui a été fermé pendant très longtemps, cet hippodrome. Comment il va, cet hippodrome ? Ça repart, ça y est. Il va bien. Il y a à peu près une douzaine de courses par an, dont 3 PMU. C'est-à-dire que l'ensemble de l'Hexagone, voire au-delà même de l'Europe, puisqu'on peut jouer, quand on est suisse ou belge, en fait, sur l'hippodrome de Châtel. Et donc, oui, ça aussi, c'est un bon coup de projecteur sur la station. Quand on voit qu'il y a une course PMU, c'est retransmise dans tous les PMU de France et de Navarre, eh bien, ça donne en fait un coup de projecteur sur la commune, bien sûr. Mais cet hippodrome, d'abord, il fait plein de choses. C'est-à-dire que le Tour de France est venu à l'hippodrome. On voit bien qu'il y a de plus en plus d'animations qui s'y créent. J'ai parlé de 10 à 12 courses, mais il y a des rassemblements vélo, il y a des rassemblements voitures, il y a des rassemblements animations, et pourquoi pas un jour un zénith à ciel ouvert.
Et pourtant, pas d'entraîneur qui a pris des locaux à l'hippodrome, Non, comme parce dans que d'autres hippodromes. Oui, c'est vrai qu'il y a, peut-être une corde à tirer de ce côté-là. Oui, quelque chose. c'est pas forcément la première recherche qui a été faite par. Alors c'est des professionnels. Oui, bien sûr. Mais ça n'a pas été leur Parce première qu'on est volonté. plus dans le sud, on est plus sur Royan, où il y a des entraîneurs nationaux qui sont installés. Ouais. Je pense à Guillaume Macaire notamment. Oui, peut-être qu'à un moment donné, ça intéressera. Mais vous savez, les très grands viennent en fait à Châtelaillon. Bazir, j'en passe, c'est des meilleurs. Enfin bon, qui aujourd'hui sont les Zidane du cheval. Mais non, je pense que c'est un hippodrome qui plaît. Il est en fait, il est sympa quand vous venez en fait, même en termes de convivialité, quand vous mangez au restaurant de l'hippodrome que vous avez vu sur la piste, c'est remarquable. Ou Nicolas Sarkozy venu donner la Légion d'honneur à Jean-Louis Léonard. Oui. Aussi. C'est vrai. C'est remarquable aussi. Oui, il a mérité. Je peux vous dire qu'il méritait la Légion d'honneur par rapport à tout ce qu'il a fait. On va passer à la question surprise. Alors Stéphane Villain, c'est pas tout à fait une question surprise. On a un petit peu changé notre programme parce que, comme vous le savez, Emmanuel Macron s'est rendu à Fouras pour sa campagne électorale et il a été interpellé par une habitante de Fouras. On reste un petit peu dans le domaine du logement, vous allez voir. Cette habitante l'a interrogé sur la difficulté qu'elle avait à trouver des logements en location de longue durée, ce coup-ci, sur la côte atlantique parce que les propriétaires privés, en masse, d'après ce qu'elle disait en tous les cas, et le président de la République à première vue ne l'a pas démenti, louent leur logement via Airbnb, qui est à première vue, pour ceux qui cherchent à louer, un véritable plaie. On écoute Emmanuel Macron. Créer les logements, mais il n'y a pas que ça. Il y a les bailleurs privés que tout le monde loue en Airbnb aujourd'hui. Il y a un encadrement qui est nécessaire par rapport à ça. Alors, moi, les logements que je cherche, il y avait des logements qui étaient louables à l'année. Je les vois maintenant en logement Airbnb. Oui, mais c'est des propriétaires privés qui font ça. C'est ça. Mais Et donc, il y a peut-être besoin d'un encadrement par rapport à ça. Mais après, les propriétaires privés, ils vont vous dire, c'est mon bien. Qu'est-ce que vous allez m'empêcher de faire ça? Vous voyez, c'est ça la difficulté. J'essaie toujours de remettre les choses là-dessus. Ce qu'on essaie plutôt de faire, c'est de développer ce qu'on appelle le logement intermédiaire. C'est-à-dire qu'entre le libre et le social, c'est de développer. Ça commence à marcher parce qu'on y fait venir des investisseurs. J'espère. Non, mais en même temps, c'est de développer. Parce que sinon, si vous faites ce que vous êtes en train de dire, il y a des gens qui vont dire, moi, si j'ai pas la libre disposition de mon bien, c'est une atteinte au droit de propriété. Or, j'ai investi, c'est mon argent. Bon, donc, là où vous avez raison, c'est que c'est toujours pareil. Quand vous avez des biens dont le prix s'envole, quand vous avez un marché porteur qui vaut cher, où ils font plus d'argent, mais ça ne permet pas à des gens de vivre. Oui. Donc, la réponse à ce que vous dites, moi je crois, elle est plutôt dans le développement de ce qu'on appelle le logement intermédiaire, qui est entre le social et le libre. Quelle est votre réaction là-dessus? Est-ce que vous partagez la réflexion d'Emmanuel Macron et la solution, c'est-à-dire ce logement intermédiaire qui pourrait faire en sorte que on arrive quand même aussi à se loger et surtout à des prix abordables? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est surtout sur la ville de La Rochelle et son hypercentre qu'on est contraint. Et d'ailleurs, actuellement, il y a une réflexion qui est menée par Jean-François Fontaine et par l'équipe pour dire qu'il faudrait qu'on limite peut-être le nombre de Airbnb par propriétaire, alors de l'ordre de 3 par exemple, et puis qu'après, on ne puisse plus faire du Airbnb, qu'on le laisse en fait au logement étudiant ou en fait à des gens qui voudraient louer un bien sans aucun problème. Sur des communes comme les nôtres, on n'a pas encore cet impact. Vous n'avez pas cette problématique Airbnb, les propriétaires ne se lancent pas là-dedans? Moi, à aucun moment, on vient me voir en me parlant de ça. Mais j'ai conscience que... Alors, on le voit bien, il y a eu, notamment chez nos amis en fait, du Pays Basque, actuellement, c'est assez conflictuel sur ce sujet, parce qu'eux, ils sont apparemment très contraints. On n'est pas dans cette épure encore. Soyons vigilants. Oui, donc ça veut dire vous n'avez pas le sentiment que c'est en train d'arriver quand même? Peut-être parce que les propriétaires sont peut-être aussi un peu plus âgés et qui ne se tournent pas vers ce genre de plateforme assez... c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plutôt de la location. Numérique. Voilà. Moi, je rencontre plus des gens qui sont gîtes de France, qui sont location. Pas sur Châtelaillon, pas forcément. Il y a eu Airbnb, je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas. Mais il n'y a pas cette contrainte encore. Oui, après, il y a différentes possibilités, comme vient de le dire le président de la République. Il faut y réfléchir. Je ne pense pas qu'il faille aller trop vite. Il faut regarder par territoire. Faire des lois comme ça, nationales, peut-être des fois, il faudrait... c'est plutôt au territoire de s'organiser. Voilà ce que je peux Le logement intermédiaire, ce serait une bonne solution à votre avis ou Je pas? pense que ça peut être une piste qu'il faudra élaborer, regarder exactement
l'attente aussi de ceux qui ont des biens, l'attente de ceux qui veulent les louer, et puis définir en fait une vraie politique, mais je dirais une politique de territoire. On ne peut pas, à partir de Paris, décider de ce qui va se passer en France sur ce sujet-là. Il faut qu'on soit en capacité d'être des régions, des départements, aux manettes sur en fait, la définition qu'on va donner. D'ailleurs, regardez les problématiques de La Rochelle, ce ne sont pas les mêmes que celles de Châtel. Et déjà, on est à quelques kilomètres les uns des autres. Et je comprends La Rochelle. Donc on est plus sur une politique communale, en fait. Parce que vous parlez de politique de territoire, on est plus sur une politique de l'agglo, sur une politique du département. Oui, mais là sur en fait, l'agglo de La Rochelle, il y a une dizaine de communes qui aujourd'hui sont déjà sur cette réflexion-là. Mais c'est sur l'hypercentre de La Rochelle surtout qu'on est touché. Enfin, et donc, je pense que c'est plutôt une notion d'agglo. Il faudrait qu'on regarde ça. Moi, je prendrai ma casquette en fait de vice-président de l'agglo à ce moment-là. On va en parler de votre casquette. Si. De l'agglo. De l'agglo. De l'agglo. Justement, c'est sans transition, on va parler politique, bien évidemment. Il y a quelques échéances qui arrivent et elles ne sont pas des moindres. Dans 10 jours, il y a donc la présidentielle. Moi, j'ai envie de vous poser la question, comment vous jugez à l'heure actuelle, là, aujourd'hui, la campagne de Valérie Pécresse ? Et difficile. Difficile parce que c'est vrai que je pense que c'est une fille remarquable. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion de la côtoyer à plusieurs reprises. C'est quelqu'un qui maîtrise totalement ses dossiers, qui a une énergie folle, qui est intelligente, qui gère une région avec brio. Mais par ailleurs, je pense qu'on l'a mis dans une situation un peu compliquée dans son premier meeting. C'est vrai qu'elle était un peu à la peine. Elle n'arrivait pas forcément... C'était pas son univers, je pense que... Et elle n'a pas su faire passer ses messages. Et quand on fait une mauvaise entrée en matière, à ce niveau-là, c'est un peu plus compliqué. Et pourtant, ceux qui la connaissent sont désolés. Parce que c'est quelqu'un qui pourrait amener beaucoup, finalement, à la France. Alors, je vois difficilement comment on va pouvoir rattraper le retard, parce que là, c'est aujourd'hui quand même un peu compliqué. Par ailleurs, j'espère qu'elle aura un rôle déterminant à jouer, quand même, à l'avenir, dans ce gouvernement. Donc, ça veut dire... Vous verriez une place dans le gouvernement ? Mais je pense que ça serait intelligent de la part, en fait, de celle ou celui qui sera président de l'avoir pas trop loin. Parce que c'est une fille qui a une énergie redoutable et qui, vraiment, on la connaît pas bien, mais enfin, quand on la voit en débat, quand même, elle est quand même nettement meilleure. Mais elle va amener, c'est sûr, en fait, on a besoin d'elle. On a bien compris pour qui vous allez voter au premier tour, mais cas de conscience au deuxième, alors ? Bah écoutez, si Valérie Pécresse, je revoterai pour elle, bien sûr. Ouais. Si c'est pas Valérie Pécresse, écoutez, je sais pour qui je voterai. Oui. Et comment vous expliquez qu'elle se retrouve de la 4e à la 5e place là en quelques jours, voire... C'est le message qui prend pas. Est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas eu non plus le soutien de Nicolas Sarkozy ? Pour vous donner des chiffres, hier, IFOP a sorti un sondage. Macron est à 28%, Emmanuel Macron est à 28%, Marine Le Pen 21%, Jean-Luc Mélenchon 15,5%, Éric Zemmour 11% et Pécresse c'est plus qu'à 10%. Ouais. Non mais je vous dis, en fait, quand on loupe une première marche, c'est compliqué de remonter les marches de l'escalier. Et Dieu seul sait si l'escalier est haut, quand on est allé vers une présidence de la République. Donc moi je pense que c'est une femme, je vous le dis franchement, qui a des atouts considérables, qui a vraiment une belle énergie, qui peut amener beaucoup en fait à la France. Là, ça va être compliqué. Je n'aime pas la langue de bois, donc je dis ce que je pense. Je vais voter pour elle. Je lui fais confiance. Je sais qu'elle elle saurait faire si elle était aux affaires. Pour l'autant, là, ça sera, oui, et je pense que ça va être difficile pour elle. Est-ce que vous pensez que plus que le fond, c'est plus la forme qui pêche chez Valérie Pécresse ? Comme vous l'avez dit, son premier meeting, oui, c'est ça. Dans la forme, dans le discours, on n'a pas senti une forme de... Bon, un petit peu, on va dire, mal joué et un petit peu... Pas assez naturel, sincérité aussi. Elle est sincère, pourtant, c'est une fille remarquable. La forme était pas bonne. Elle est vraiment sincère. Mais je pense qu'elle n'était pas dans son élément. Et quand on n'est pas dans son élément... on a senti un peu un malaise. Senti, voilà. Le son ne devait pas être très bon pour elle, le retour, elle était étriquée dans un déplacement. Enfin bon, un élu a besoin de se promener quand il y a une scène, ce que font d'autres tribuns très bien, mais qui ont beaucoup moins de fond, effectivement, qu'elle. Mais ce qui est dommage, en fait, dans cette élection, c'est que la forme prime souvent sur le fond. Et il y a des acteurs qui, aujourd'hui, font beaucoup, en fait, avec du matériel vidéo exceptionnel, avec même maintenant comment on dit ça, en hologramme, hologramme.
Bon, moi, je pense qu'aujourd'hui, je préfère avoir une fille comme Valérie Pécresse qui connaît son histoire et qui, en fait, doit nous emmener vers quelque chose avec des belles idées à venir, plutôt que quelqu'un qui fait dans la forme. Vous pensez vraiment que les électeurs aujourd'hui sont attachés plus à la forme qu'au programme en lui-même ? Bien sûr. Moi, il m'arrive de passer ici ou là dans des émissions de radio, de télé ou ailleurs. Et tiens, je t'ai vu à la télé. Ah bon, d'accord. Et qu'est-ce que j'ai dit ? Je sais pas, mais je t'ai vu. Oui, voilà. Donc c'est ça l'histoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut. C'est incroyable. Mais la façon dont on se présente, la façon dont on est, les gens retiennent en fait finalement la forme. On espère que ceux qui nous regardent retiendront aussi le fond. C'est pour ça que j'aime bien ce genre d'émission de format, parce que ça nous permet quand même d'aborder un certain nombre de thèmes et d'en parler plus en profondeur. C'est vrai que souvent à la télé, quand on passe sur France 3 ou je ne sais quoi, on est grosso modo pris 15 secondes. Donc qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent ? Et là, les gens voient en fait BFM, LCI ou je sais pas, enfin, toutes les chaînes de télévision que vous avez, de radio, et là on la voit 15 secondes. Parce que ceux qui ont regardé le meeting, il y en a quelques-uns, mais c'est surtout des gens qui l'ont vu très peu de temps. Plus le temps de parole qui est décompté. Plus le temps de parole. Oui, d'autant plus que dans le MAG, d'ici quelques minutes, vous allez avoir 2 minutes pour vous. En plus. Juste une dernière question pour clore le volet présidentiel. On va passer aux législatives. Est-ce que vous ne regrettez pas que Nicolas Sarkozy n'ait pas apporté officiellement son soutien à Valérie Pécresse ? Est-ce que ça n'a pas joué ? Ça joue pas, ça non plus ? Je pense que Nicolas Sarkozy avait dit qu'il se mettait en dehors en fait de toute oui, mais enfin, on sait quand même soutien. Que c'est encore un personnage important. Ouais, mais vous savez. Et qui conseille Emmanuel Macron assez souvent sur certains sujets internationaux, notamment. Ouais. Ben, c'est vrai que de président à président, ça paraît normal. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi la logique d'une continuité. Emmanuel Macron est quand même quelqu'un avec qui on peut parler et qui a aussi des idées pour la France. Donc, je comprends Nicolas Sarkozy. Je sais qu'il y a des gens, en fait, Horizon, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Aussi quelqu'un qui est dans cette mouvance. C'est des gens qui sont issus de notre famille. Bon, voilà. Encore une fois, il n'y a pas une question de forme, de position présidentielle. Est-ce que Nicolas Sarkozy ne voit pas plus la position présidentielle à travers Emmanuel Macron et beaucoup moins à travers Valérie Pécresse ? Il faudrait lui poser la question. Faudrait lui poser la question, mais bon, pour autant, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Jean-Pierre Raffarin, qui s'est positionné pour Emmanuel Macron, Dominique Bussereau, qui est plutôt macroniste. Ce sont des gens qui sont intelligents, et qui aussi connaissent les affaires. Donc, voilà. Pécresse au premier tour en ce qui me concerne. Okay. David Labiche, c'est votre candidat de la 2e circonscription. Ça, on l'a reçu il y a quelques temps. Bertrand Giraud pour la 3e, Françoise de Fouinière pour la 4e et Didier Quentin indétrônable pour la 5e. Mais on se pose la question, mais où le candidat ou la candidate de la 1re circonscription chez les LR ? Il n'y en a pas ? Vous avez du mal à trouver ? Oui, c'est vrai que c'est pas forcément sur cette circonscription qu'il y a le plus de chances de gagner. Ça veut dire qu'il n'y en aura pas ? Ouais, c'est vrai qu'il y a quelqu'un aussi qui va se positionner, mais pour le moment, ça reste en fait encore un peu flou. Je pense que dans les jours qui viennent, quelqu'un va se déterminer. Mais oui, c'est pas forcément une circonscription qui est une priorité, je dirais, pour les LR. Donc, la personne qui va arriver, on va essayer de tout faire pour elle, mais ça sera, on va se le dire, c'est que compliqué. Le sacrifice soit moins douloureux possible. Ouais, mais par ailleurs, moi, je suis comment dirais-je, attentif, et puis j'aime beaucoup les gens qui tentent des coups. Et Bruno Léal a été un mec remarquable. Il a fait le job. Dominique Morvan a été remarquable. Elle a fait le job dans des territoires compliqués. Et donc, c'est des gens, chapeau. Parce que heureusement qu'ils sont là pour défendre les couleurs en fait des LR sur des territoires difficiles. Plus facile de gagner sur d'autres territoires. On a vu la présidentielle démarrer très doucement et très tardivement, puisque ça fait quelques jours seulement où vraiment on est rentré dans le dur du sujet. Est-ce que vous n'avez pas peur que les législatives, ça fasse exactement la même chose, en sachant que les législatives attirent encore moins de monde que la présidentielle ? Est-ce que ça ne va pas être un petit peu compliqué pour David Labiche sur la 2e circo, par exemple, de vraiment se lancer en campagne, parce que je pense que là, il attend un petit peu que les présidentielles et que cette première échéance soit passée. Est-ce que c'est pas là aussi, ça va pas être un petit peu difficile cette année ? Alors franchement, David, lui, il fait le job. C'est-à-dire que David Labiche, il est vraiment sur le terrain.
Il fait déjà des réunions avec les résidents. Il va voir les associations. Il va voir les maires. Il est déjà en campagne. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est un homme de terrain. Il connaît parfaitement... d'ailleurs, il a travaillé ici à Maran. Enfin, il connaît ce territoire. Mais il connaît tous les territoires. Il est né à Rochefort. Il est bien sûr élu à Châtel. C'est quelqu'un qui maîtrise totalement... tout ce qui se passe sur sa circonscription, vraiment la deuxième circonscription, il la connaît par cœur. Il la laboure quotidiennement. Et puis, il a une empathie. Il a cette espèce de bienveillance, d'écoute que moi j'admire, parce qu'en fait, je travaille avec lui quotidiennement. C'est quelqu'un qui est déterminé, qui est en fait, qui connaît très très bien ses dossiers. Quand vous lui donnez une mission, en ce qui concerne Châtel, parce que bon, c'est avec lui, je travaille sur ce sujet avec lui sur différentes thématiques, la sécurité, la propreté, les commerces, etc. C'est parfait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est vraiment qui va jusqu'au bout en fait des choses. Et ça, c'est très agréable de travailler avec lui. Donc, il est déjà en campagne. Moi, je peux vous dire, et je l'admire, parce que quand vous regardez en fait sur les réseaux sociaux, il est aussi très impliqué, que ce soit sur Insta, que ce soit sur Facebook, Twitter ou ailleurs. Mais parce qu'il communique comme ça. Et quand les gens le rencontrent dans Châtel, je vais tendre avec lui, même à Rochefort, tout de suite, c'est pas Monsieur Labiche, c'est David. Donc, il a ce contact. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui, je pense, je suis sûr même, a des chances de gagner ou va gagner la circonscription, parce que c'est quelqu'un vraiment déterminé. Donc, je serai à ses côtés, pour tout vous dire. Donc, c'est quelqu'un qui communique. Pour autant, vous avez raison de dire qu'il faudra faire en sorte de motiver les Français et les Français à venir voter pour les élections législatives. Parce que... il peut y avoir une démotivation, mais c'est notre rôle, après, à nous, d'aller les chercher, les uns après les autres. Vous savez, les élections, moi, par exemple, avec Sylvie Marcilly, élection départementale, on est élu au premier tour, mais il n'y a pas assez de votants. Donc il faut y aller à un deuxième tour. Et ça fait 2 fois que ça m'arrive. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, je me demande comment, en fait, on peut réintéresser les Françaises et les Français à revoter. Est-ce que quand même... Vous avez une idée là-dessus ? Écoutez, moi, je pense que peut-être que le vote obligatoire serait peut-être une idée. Alors bon, peut-être y aller par étapes, je suis peut-être un peu violent en disant ça, mais au moins avoir des systèmes. Alors bon, je ne comprends pas, on est à l'ère du numérique, du 3.0. On a parlé tout à l'heure des candidats 3.0, et on n'est pas capable de voter en étant sécurisé à partir de chez nous, sur une tablette, sur un ordinateur. Alors, ce que d'autres pays font depuis très longtemps. Il va falloir peut-être qu'à un moment donné... Donc le vote électronique serait peut-être une solution. Je pense que ça serait aussi une solution. Puis il suffit d'appuyer sur une touche, de voter blanc si on n'a pas envie de voter. Mais au moins de dire aux gens, restez chez vous, votre dimanche matin, vous allez le consacrer à plein de choses, mais passez 5 minutes à aller sur votre ordinateur, et je pense que les choses se feraient en bonne intelligence. Si Valérie Pécresse a un poste au futur gouvernement, ce sera peut-être un message à lui faire passer alors. Mais c'est sûr qu'elle sera en charge de plein de choses. On n'en doute pas. Yannick, on a aussi des dernières questions sur la communauté d'agglomération de La Rochelle. Oui, moi j'ai quelques questions à vous poser sur cette communauté d'agglo, et particulièrement sur votre groupe. Donc, vous nous l'avez démontré depuis le départ de cette émission, vous êtes républicain, vous ne maniez pas la langue de bois, vous êtes droit dans vos bottes. Vous avez un poste de VP. Alors, certains peuvent dire que c'est pour que Jean-François Fontaine assure certains votes. Moi, je leur laisse leurs propos. Malgré tout, dans votre groupe, il y a quelque chose qui m'interpelle. Vous avez comme président de groupe Jean-Luc Alguet. Alors, Jean-Luc Alguet, je vais rappeler un petit peu son parcours. 2014, il est élu maire avec le soutien de Dominique Bussereau. Il n'était pas pour autant chez les Républicains. Il prend la tête de l'UDI au cours de son premier mandat de maire, qu'il quitte quelques mois après. Ce qu'il m'avait dit à l'époque, c'était on était suffisamment nombreux pour se réunir dans une cabine téléphonique. Voilà. Aujourd'hui, il revient au parti centriste, l'ex-parti des radicaux valoisiens. Je ne comprends pas ce fonctionnement de groupe. Vous n'êtes pas de la même appartenance politique et c'est votre leader de groupe. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus ? En tant que leader de groupe de l'agglo, vraiment, c'est quelqu'un qui fait beaucoup. Il est très attentif à l'ensemble des élus qui composent ce groupe, bien au-delà des partis politiques. Franchement, il n'est jamais question de radical valoisien, de républicain, de pourtant, centriste. il vient de se déclarer dans la presse au soutien d'Olivier Falorni pour les prochaines législatives. Là, on est au cœur de la politique. Oui, mais en fait, quand il prend sa casquette de responsable de groupe, il l'anime parfaitement bien.
C'est-à-dire qu'il sait écouter les uns les autres pour pouvoir après aller rencontrer le président de l'Agglo, qui est Jean-François Fontaine, pour essayer d'avoir je dirais, la substance de l'ensemble de ce qui s'est dit durant nos différentes réunions. Non, c'est quelqu'un qui maîtrise totalement avec énergie aussi, son groupe. Et moi, je suis je suis bien dans ce groupe-là. Et le groupe a toujours bien fonctionné malgré sa cuisante défaite aux dernières départementales. Oui, parce que sa position n'a pas été remise en cause ? Non, pas du tout. Non, pas franchement, non. Parce que d'abord, les gens qui sont dans ce groupe-là n'ont pas forcément de velléité. Il y en a quelques-uns qui ont bien plein de choses à faire ailleurs. Donc, et puis qui ont tout intérêt à avoir quelqu'un comme lui qui défend nos intérêts avec détermination. On a la chance aussi, on parlait tout à l'heure en préambule, bien sûr des élus, mais aussi des techniciens. On a la chance d'avoir Olivia à nos côtés, qui est une fille remarquable, qui travaille les dossiers, qui nous oriente, qui nous donne en fait les bons choix à faire. Donc, et Jean-Luc est dans cette épure-là aussi. Jean-Luc, c'est quelqu'un qui maîtrise totalement les sujets et qui aussi donne le maximum. Même des fois au détriment de sa santé. Un deuxième groupe vient de se créer, les Indépendants, récemment, avec 7 maires qui ont quitté la majorité donc, de Jean-François Fontaine et 3 conseillers communautaires. Ils ont créé leur propre groupe. Est-ce qu'il y a des discussions entre vos deux groupes ? Est-ce qu'on peut penser à un rapprochement, une fusion des deux groupes ou pas du tout ? Dans l'immédiat, non. Non, parce que... Pour quelle raison ? Je pense, très franchement, cet équilibre qui a été trouvé au départ à l'Agglo avec Jean-François Fontaine est un bon équilibre. Je pense qu'il faudrait que Jean-François, je lui ai dit, soit plus attentif aux petites communes, celles qui ont besoin. On le voit bien, la 3e couronne a besoin en fait de l'Agglo parce que financièrement c'est un peu compliqué. Donc il faut vraiment qu'il y ait cette volonté, je dirais, du président maire de La Rochelle d'aller vers les petites communes. Mais l'équilibre est bon. L'équilibre est bon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de velléité. Allons pas mettre le souk dans une agglo qui fonctionne bien, qui est attentive quand même, qui reverse bien ses dividendes à tel ou tel. C'est pas le but. Le but n'est pas de casser la machine. Il est bien au contraire de mettre de l'huile dans les rouages. Et vilain où il est, lui, c'est ce qu'il fait. Il essaye de faire en sorte que tout ça fonctionne bien. Beaucoup de consensualité, donc. Ouais, mais être consensuel, c'est pas pour autant passer à côté des choses. C'est-à-dire qu'il faut être consensuel, essayer de comprendre, faire comprendre aussi au président maire nos désaccords. Parce que ça arrive aussi. On parlait de Jean-Luc. Ils sont sur quoi vos désaccords aujourd'hui avec Jean-François Fontaine ? Sur justement cette répartition de la richesse, sur cette écoute, en fait, finalement, sur tout ce que l'on doit mettre en place, peut-être tout ce qui est mobilité, tout ce qui est économie. Peut-être un zénith à Mauroy, alors en fait. Peut-être un zénith à Mauroy. non, mais voilà, mais tout ça se passe quand même, et franchement. On a la chance, je l'ai dit tout à l'heure, même au département, c'est un peu pareil. Le département de la Charente-Maritime, à l'Agglo, c'est un peu pareil. Cette volonté d'avancer ensemble. Il n'y a jamais de débat, à part quand il est question d'éoliennes. Voilà. Oui, les éoliennes, et oui, c'est un sujet. On va en parler justement. On en parle. Ouais, on passe au pour ou contre. Alors Stéphane Villain, je vous rappelle, c'est simple, le principe du pour ou contre, on vous pose une question et vous ne pouvez répondre que par pour ou contre. Éventuellement un joker. Voilà, éventuellement un joker, et puis même peut-être, une ou deux phrases derrière pour expliquer. Pour ou contre les jeunes ? Non, ne répondez pas, c'est juste une blague. Yannick. Ok, donc moi j'enchaîne avec l'éolien, mais un petit peu particulier. Pour ou contre un parc éolien offshore au large de l'île d'Oléron ? Contre. Pour ou contre la mise en place d'un péage sur le pont de l'île d'Oléron ? Contre. Alors. Pour ou contre l'abandon du péage du pont de l'île de Ré ? Contre. Pour ou contre plus de nucléaire en France ? Pour. Pour ou contre le retour de la réserve parlementaire supprimée le 28 juillet 2017 par les députés eux-mêmes ? Pour. Pour ou contre plus de soutien financier de la part des collectivités pour l'aéroport de La Rochelle, on en a parlé tout à l'heure, aujourd'hui déficitaire. Pour. Et ben voilà, je crois que c'était rondement mené. Même pas de joker. C'est parfait. Non, parce que moi j'aime bien répondre en fait aux questions, parfois à mon détriment, mais tant pis. On a encore quelques petites secondes. Moi j'aimerais revenir sur une de vos réponses au sujet du pont de l'île de Ré. Donc, oui, en fait, vous savez, l'écotaxe aujourd'hui, que ça permet d'aménager... Il est largement remboursé, ce pont. Il est remboursé, mais aujourd'hui, si l'île est préservée, des anciens élus comme Léon Gendre et tant d'autres, Lionel, qui font le job sur cette île, c'est parce qu'ils ont les moyens.
Et c'est une île qui plaît, on en parlait tout à l'heure, beaucoup de touristes, mais pas que. Et de l'aménager, de faire attention, c'est un joyau de notre territoire. Donc qu'ils aient des moyens. D'ailleurs, le département, très intelligemment, avec Dominique Bussereau, a mis aussi des moyens sur l'île d'Oléron, avec Oléron 21. On va en remettre d'autres sûrement avec cette mandature. Parce qu'il faut préserver ces joyaux que l'on a. Et c'est aussi vrai d'ailleurs pour l'île d'Aix. Donc voilà, pour en fait qu'on continue, et pour le pont, et pour qu'on continue à aider l'île d'Oléron avec d'autres moyens. C'était compliqué de remettre un pont payant, un péage payant sur l'île d'Oléron. Juste une petite précision sur les éoliennes offshore. Là non plus, c'est contre. Vous ne voulez pas ces éoliennes qui pourraient être une solution contre les éoliennes. Écoutez, d'après ce que j'ai lu hier, le président de la République s'est positionné en disant que de toute façon il y aurait ce parc éolien. Moi je suis contre, parce que si je m'occupe de tourisme et de préserver nos territoires et de faire attention à la beauté de ce territoire, c'est vrai que les éoliennes, c'est pas exceptionnel. Je comprends toute l'importance de l'éolien, mais je pense qu'aujourd'hui, vous savez, on n'a peut-être pas exploré tout le nucléaire, vous en avez parlé, la biomasse, la géothermie, le photovoltaïque, avant de mettre des éoliennes qui vont faire plus de 180 mètres d'auteur. Elles sont très hautes, effectivement. Donc, et des blocs de béton au pied de ces éoliennes. Et je pense qu'il y a d'autres façons de voir les choses. Mais bon, ça ne concerne que moi pour le moment. Alors, Didier Quentin s'est opposé et dit il faut absolument arrêter ce projet. Il a raison. Je vote Quentin. Eh bien, on arrive au terme de cette émission. Comme on vous l'avait dit, vous avez maintenant 2 minutes pour évoquer un sujet de votre choix. Voilà, c'est entièrement en carte blanche. Qu'est-ce que je peux évoquer ? Je peux évoquer peut-être le vélo. C'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure, on a eu le Tour de France en Charente-Maritime, été un moment exceptionnel. Et depuis maintenant une bonne dizaine d'années, ce qui nous anime, c'est de faire en sorte que notre belle Charente-Maritime soit traversée de cordons importants. On a la Vélodyssée qui va de Roscoff à Hendaye, qui donc passe sur la Charente-Maritime sur 150 km, qui démarre du pont de Brault jusqu'au Bac du Verdon, donc sur ce territoire. Et c'est 3 millions d'utilisateurs. 3 millions d'utilisateurs quand la loi à vélo, le deuxième itinéraire de France, en fait 1 800 000. Ensuite, on a la Scandibérique qui passe sur la Haute-Saintonge, donc qui vient de l'Espagne jusqu'en Norvège. On vient de créer la Flovélo, alors qui va de l'île d'Aix jusqu'à Thiviers. Alors après, entre l'île d'Aix et Fouras, il faut prendre le pédalo. Mais c'est vrai que c'est un itinéraire fabuleux. On a la Vélo Française qui va de La Rochelle à Ouistreham, quand même. C'est aussi un itinéraire très sympa. Et on a donc aussi, donc je l'ai dit, la Canal des Deux Mers qui va de Royan à Sète. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, le maillage que l'on fait en termes de vélo permet, d'accueillir des touristes. Un touriste à vélo consomme 71 € par jour et par personne. Il vient chez nous. C'est plus qu'un touriste qui vient loger. C'est 55 € pour l'autre. 71 €, ça veut dire qu'il vient chez nous, il ne pollue pas, il profite de notre patrimoine. Écoutez, intérêt à les coucouner. Et on le voit bien quand on fait de plus en plus de points accueil vélo, on fait en sorte que tout le monde, les hôtels, les restaurants, les campings, tout le monde s'y mette pour faire en sorte d'accueillir au mieux ces touristes à vélo. Et puis, on fait un maillage après, c'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte qu'entre ces grands itinéraires nationaux dont on vient de parler, que l'on protège de plus en plus. Par exemple, la Vélodyssée, c'est 80% maintenant de sites propres, c'est-à-dire qu'à 80%, on est sans rencontrer de bagnole. Donc c'est plutôt des bonnes choses. Et puis, c'est pas que le tourisme, c'est aussi comment je vais à l'école à vélo. Donc ça veut dire que là, grands itinéraires, mais aussi maillage des territoires. C'est comment je vais au boulot à vélo. Ça aussi, il faut y penser. Et après, comment je fais du loisir à vélo ? Là, le département a sa carte à jouer, parce qu'effectivement, à l'intérieur des terres, alors sur les côtes, effectivement, les pistes cyclables sont légion, on va dire, mais à l'intérieur des terres, on a énormément un énorme déficit là-dessus. Donc, il va falloir beaucoup d'investissement. Ça coûte très cher. C'est vrai que quand je dis la Canal des Deux Mers, Royan-Sète, on passe quand même beaucoup dans la terre. La Flovélo, elle suit le canal Charente. Donc, c'est ça le but. C'est de dire, en fait, oui, on a ces grands itinéraires. Oui, on a un département particulièrement... On a 470 km de pistes cyclables dans le département, autant qu'on a de kilomètres de côte. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut maintenant qu'on fasse des maillages. Et vous l'avez dit, il faut qu'on aille justement sur des territoires comme le Val de Saintonge, la Haute-Saintonge, pour pouvoir faire en sorte... La CDC Nice Atlantique, Maran, tout ça. Oui, on est ici, c'est vrai. Ici, ouais. Mais
vous avez la Vélo Française et la Vélodyssée qui passe chez vous. Hein, donc, d'ailleurs, je suis en train de travailler avec Jérémy Boisselot là, sur toute la partie. Voilà. Donc, on est vraiment sur une démarche volontariste sur ce sujet du vélo. Rassurez-nous, Stéphane Villain, vous partez en vacances à vélo alors? Je pars en vacances à vélo, en tandem avec ma femme. Oui. Et je mets une petite carriole d'ailleurs pour mes enfants et petits-enfants. D'accord. De façon à ce c'est que une ça grande fasse carriole un alors. Merci Stéphane. Merci Stéphane Villain d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. Merci messieurs pour toutes ces questions. Nous on se retrouve bien évidemment vendredi 8 avril à la même heure avec un nouvel invité. Pour tout vous dire, on va véritablement rentrer dans le dur des législatives et on va faire toute une série d'émissions autour des candidats aux législatives en Charente-Maritime. Merci beaucoup, portez-vous bien et à très vite.